Voulez-vous faire procéder à l'introduction de l'accusé, s'il vous plaît? Je souhaiterais que l'accusé s'assied, qu'on lui donne tout de suite les écouteurs pour qu'il puisse entendre le président. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Asseyez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons procéder à la comparution initiale de l'accusé Goran Jeličić. L'accusé peut-il se lever? Voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Monsieur Jeličić, voulez-vous vous lever? Vous allez décliner votre nom, votre prénom, la date et le lieu de votre naissance, votre profession et votre domicile au moment de votre arrestation. Je m'appelle Goran Jeličić et je suis plus connu sous mon surnom Adolphe. Je suis mécanicien de machines agricoles et je suis né le 7 juin 1968 à Bielina. Et votre domicile, s'il vous plaît? Votre rue Slobodan Jovanović, numéro 5, à Bielina, en République Srpska. Bielina, bien. Bien. Vous pouvez, monsieur Jeličić, vous pouvez vous asseoir à présent. Vous allez rester assis maintenant. Et je vais vous demander quel est le conseil que vous avez choisi. Quel est votre avocat qui est ici présent? Je voudrais m'assurer du choix de votre avocat. Vous pouvez, monsieur Jeličić, vous pouvez me confirmer vous m'entendez? Est-ce que la traduction est assurée? Je voudrais que vous me disiez quel est votre avocat. Monsieur Igor Pantelić. Si je vous pose la question, c'est parce qu'effectivement, j'ai su par le greffe qu'il y avait eu un certain nombre de variations dans votre attitude. Alors je voudrais que vous me confirmiez bien ce que vous venez de faire, que c'est bien Maître Pantelić. Et puis je voudrais savoir, maintenant me tourner vers Maître Pantelić, pour donc bien nous confirmer que vous êtes le conseil choisi. Vous avez un mandat de monsieur Jeličić? Yes, Your Honor. Monsieur Pantelić, oui, Monsieur le Président. J'ai pris toutes les mesures nécessaires ce matin pour obtenir les papiers nécessaires. Je suis arrivé à l'AE ce matin et je voudrais également informer cette chambre de première instance que j'agirai dans cette affaire en tant que conseil de l'accusé. Mon co-conseil et mon collègue maître Veselin Rondolić de Bielina. Je voudrais également vous faire savoir que j'ai soumis tous les papiers nécessaires, y compris le mandat signé par Monsieur Jeličić. Monsieur Landrović, mon collègue, et moi-même sommes donc les deux conseils de cet accusé. Bien, Madame le greffier, vous pouvez être en mesure de nous confirmer tout ce qui vient d'être dit à la fois par l'accusé choisissant Maître Pantelić comme son avocat. J'aurais voulu au préalable d'ailleurs m'assurer que l'accusé avait choisi deux avocats, ou est-ce que c'est vous qui avez choisi un collaborateur? Le greffe a reçu aujourd'hui la demande d'accusé que M. Pantelić soit commis d'office comme conseil de la défense. En ce qui concerne le maître Landrović, on a reçu un mandat donné à maître Landrović il y a déjà quelque temps. Bien, alors je me tourne vers M. Jeličić. Monsieur Jeličić, est-ce que vous avez donc bien deux avocats? Monsieur Maître Pantelić, en quelque sorte le leader de votre défense, celui qui coordonne votre défense. Est-ce que c'est bien cela? Oui. Bon, donc vous avez donc Maître Pantelić comme défenseur, associé avec un confrère de Bielina que vous nous avez cité, et donc je dois dire, je n'ai pas très bien retenu le nom, mais que Madame le greffier va pouvoir nous préciser. Maître, le co-défendeur. Maître Veselin Landrović. Bien.
Bien, vous pouvez vous asseoir. Alors, je voudrais rappeler les textes en vigueur au tribunal pénal international. Ce sont des textes qui sont issus de notre statut et de notre règlement de procédure. Alors, l'article 20 du statut prévoit dans son paragraphe 3 que la chambre de première instance, qui est ici réunie, donne lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés. Ces droits, je vais y revenir. Confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui demande de plaider coupable ou non coupable. Et le même statut, qui est notre charte en quelque sorte, prévoit toute une série de droits au bénéfice de l'accusé, dont celui, bien entendu, d'être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend, et de façon détaillée de la nature et des motifs de l'accusation portée contre lui. Ce texte du statut, qui a été voté donc par le Conseil de sécurité en 1993, a été complété par le règlement de procédure qui a été élaboré par les juges de ce tribunal, dans un article 62, qui est l'article qui va plus spécifiquement s'appliquer aujourd'hui, que nous allons appliquer, et qui prévoit que la chambre de première instance, premièrement, s'assure que le droit de l'accusé à l'assistance d'un conseil est respecté, nous venons d'y procéder, donne lecture ou fait donner lecture de l'acte d'accusation à l'accusé dans une langue que cet accusé parle et comprend. Elle s'assure que l'accusé comprend l'acte d'accusation. Troisièmement, elle invite l'accusé à plaider coupable ou non coupable pour chaque chef d'accusation. Et à défaut, pour l'accusé de plaider, inscrire son nom au dossier qu'il a plaidé non coupable. Quatrièmement, au cas où l'accusé plaiderait non coupable, donne instruction au greffier de fixer la date du procès. Cinquièmement, au cas où l'accusé plaide coupable, donne instruction au greffier de fixer la date de l'audience préalable au prononcé de la sentence. Enfin, sixièmement, donne instruction, toujours la chambre, les juges, au greffier, de fixer éventuellement toute autre date appropriée. Alors, je voudrais me tourner vers Maître Pantelić. Est-ce que l'acte d'accusation du 21 juillet 1995 a bien été remis à l'accusé et est-ce que l'accusé en a bien compris la teneur? Maître Pantelić, oui, Monsieur le Président. Tout a été fait en pleine et entière conformité avec le règlement de procédure et de preuve. Mais permettez-moi, je vous prie, de vous faire connaître un certain nombre de faits qui pourraient s'avérer particulièrement importants avant que nous n'entamions l'audience de cet après-midi. La défense aimerait porter à votre attention, Monsieur le Président, un certain nombre de faits très importants. Nous sommes en possession d'un document essentiel qui pourrait avoir un rapport avec l'étape actuelle de la procédure conformément à l'article 62. Malheureusement, faute d'un temps suffisant pour préparer cette audience et compte tenu du fait que je n'ai reçu ce document que quelques instants avant le début de l'audience actuelle, je présente toutes mes excuses à la Chambre de première instance pour les désagréments liés à ce fait. Mais le document dont je parle pourrait avoir un rapport fondamental avec l'un des principes du droit, à savoir l'équité d'un procès, sans parler des autres droits de l'homme fondamentaux, qui font partie de la structure même du travail de ce tribunal. Oui, Monsieur le Président, j'ai une proposition très précise à faire. Vous avez peut-être une proposition très précise à faire, mais c'est le président qui dirige l'audience. Vous êtes Absolument. Il s'agit d'une audience de comparution initiale, c'est-à-dire que Oui. Nous avons je vous demanderai de ne pas inutilement, Maître Pantelić, je vous demanderai, il y a une direction d'audience ici, ce sont les juges. Nous allons vous écouter, mais je voudrais d'abord procéder à l'application de l'article 62. Je me tourne d'ailleurs vers le procureur. Je voudrais d'ailleurs que le membre du bureau du procureur s'identifie pour que nous soyons bien au fait. Je vous ai demandé de vous identifier. Je voudrais maintenant que le bureau du procureur s'identifie dans ce cas. C'est monsieur. Good afternoon, Your Honor. Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les juges, je m'appelle Terry Bowers et je suis accompagné de mon collègue Vladimir Tochlovski.
Nous comparaissons ici au titre de l'accusation. Maître Pantelic, Monsieur le Président, une seconde, je vous prie. De prendre la parole que lorsque je vous donne la parole. C'est une question de courtoisie judiciaire. Absolument. Vous venez de juridiction d'un grand pays, je vous demanderai de respecter la déontologie de toutes les juridictions de grands pays. Et ici, il s'agit d'une juridiction internationale. We have a problem, Your Honor, with this. Maître Pantelic, Monsieur le Président, nous avons un problème avec cet article de règlement. J'ai besoin d'une séance à huis clos pendant 5 minutes pour vous soumettre un document essentiel, après quoi nous pourrons procéder. C'est la seule proposition que j'ai à faire. Vous avez peut-être besoin d'une séance à huis clos, mais excusez-moi de vous dire que moi j'ai besoin d'une séance publique pour confirmer l'acte d'accusation et faire que l'accusé qui a été arrêté selon un acte d'accusation du 30 juin 1995, il puisse être procédé conformément à l'article 62 du règlement. Ensuite, et si le procureur en est d'accord, nous écouterons votre requête. S'il y a lieu d'ordonner un huis clos, nous ordonnerons un huis clos. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas commencer le moindre examen d'une requête dans cette affaire, ça vous le comprenez, Maître Pantelic, vous êtes un fin juriste. Nous ne pouvons pas commencer l'examen de la moindre requête dans cette affaire avant que la procédure de l'article 62 n'ait été appliquée. Absolutely, Your Honor. Absolument, Monsieur le Président, mais ce document est entièrement lié à la procédure prévue par l'article 62. C'est la raison pour laquelle je demanderai que nous nous réunissions à huis clos immédiatement après ce qui va être fait maintenant. C'est ma proposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La Chambre a décidé pour l'instant de donner suite à l'article 62 du règlement et de donner lecture de l'acte d'accusation du 30 juin 1995. Après cette lecture, nous demanderons évidemment à l'accusé de plaider coupable ou non coupable sur chaque chef d'accusation. Si, à ce moment-là, la défense a une requête à présenter, notamment une requête de huis clos, elle la présentera pour que le procureur puisse également s'exprimer sur la question. Mais il y a un point fondamental, c'est qu'il faut que d'abord l'acte d'accusation soit lu à l'accusé et qu'on s'assure qu'il l'ait compris. Alors, Madame le greffier, est-ce que vous pouvez débuter la lecture de l'acte d'accusation du 30 juin 1995 ? Le procureur du tribunal contre Goran Jelicic, alias Adolf, et Ranko Cecic. Richard J. Goldstone, procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, porte les accusations suivantes en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 18 du statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. À partir du 30 avril 1992 environ, des forces serbes venues de Bosnie et d'autres régions de l'ex-Yougoslavie ont lancé une offensive visant à prendre le contrôle de Brčko, ville et municipalité de la République de Bosnie-Herzégovine en ex-Yougoslavie. Les forces serbes ont expulsé les habitants croates et musulmans de leurs maisons par la force
et avec l'aide des autorités serbes locales, les ont gardés dans des centres de rassemblement dans lesquels nombre d'entre eux ont été tués, battus et ont subi toutes sortes d'autres mauvais traitements. Un grand nombre de femmes, d'enfants et de vieillards ont été enfermés dans le village voisin de Brezovo-Polje. La plupart des hommes en âge de combattre et quelques femmes ont été amenés au camp de Luka. À compter du 7 mai 1992 environ et jusqu'au début du mois de juillet 1992, des forces serbes ont interné des centaines d'hommes musulmans et croates ainsi que quelques femmes au camp de Luka dans des conditions de vie inhumaines et sous la surveillance de gardiens armés. Du 7 mai au 21 mai 1992 environ, les détenus de Luka ont fait l'objet de campagnes systématiques d'élimination. Presque tous les jours, durant cette période, les accusés, souvent assistés des gardiens du camp, pénétraient dans le hangar principal dans lequel se trouvaient la plupart des détenus, ont sélectionné quelques-uns pour leur faire subir un interrogatoire et les tabasser et finissaient souvent par les abattre. Les accusés, œuvrant souvent avec le concours de gardiens du camp, abattaient généralement les détenus d'une balle tirée à courte portée dans la tête ou dans le dos. Souvent, les accusés et les gardiens du camp forçaient les détenus qui allaient être abattus à placer leur tête sur une grille métallique permettant l'écoulement dans la salle de manière à réduire au minimum le nettoyage après les exécutions. Les accusés et les gardiens donnaient ensuite l'ordre à d'autres détenus de transporter le corps vers une ou deux décharges où ils étaient entassés jusqu'à ce qu'ils soient chargés sur des camions et amenés dans des fosses communes situées à l'extérieur de la ville de Brčko ou éliminés d'une autre façon. À compter du 21 mai 1992 environ, jusqu'au début juillet 1992, les détenus ont été tabassés et moins fréquemment qu'auparavant abattus. Début juillet 1992, les détenus survivants du camp de Luka ont été transférés dans un autre camp de détention à Batković. Pendant toute la durée de fonctionnement du camp de Luka, les autorités serbes ont tué des centaines de détenus musulmans et croates. Les accusés, Goran Jelisic, né le 7 juin 1968 à Bijeljina, est arrivé à Brčko vers le 1er mai 1992, venant de Bijeljina, où il avait travaillé en tant que mécanicien sur matériel agricole. Goran Jelisic, qui s'était surnommé l'Adolphe serbe, a commandé le camp de Luka pendant presque tout le mois de mai 1992. Ranko Češić, né en 1964 à Drvar, a vécu à Brčko avant la guerre. En mai et juin 1992, il agissait sous l'autorité apparente de la police de Brčko et occupait un poste de supérieur hiérarchique au camp de Luka. Sauf indication contraire ci-dessous, tous les actes ou omissions visés dans le présent acte d'accusation se sont produits entre le 17 avril et le 20 novembre 1992 dans la municipalité de Brčko, située dans la République de Bosnie-Herzégovine, sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. À toutes les époques concernées dans le présent acte d'accusation, la République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé et se trouvait sous occupation partielle. À toutes les époques concernées, toutes les victimes désignées dans le présent acte d'accusation étaient protégées par la Convention de Genève de 1949. À toutes les époques concernées, Goran Jelisic et Ranko Češić étaient tenus de se conformer aux lois et coutumes de la guerre et notamment aux conventions de Genève de 1949. Goran Jelisic et Ranko Češić sont individuellement responsables des crimes qui leur sont reprochés dans le présent acte d'accusation en vertu du paragraphe 1 de l'article 7 du statut du tribunal. La responsabilité pénale individuelle porte notamment sur le fait de commettre, planifier, inciter
à commettre, ordonner les crimes visés aux articles 2 à 5 du statut du tribunal ou de se rendre complice de la planification, la préparation ou l'exécution de 10 crimes. Dans le chef d'accusation relatif aux crimes contre l'humanité, tous les actes et omissions faisaient partie d'une offensive généralisée à grande échelle ou systématique dirigée contre la population civile musulmane et croate de Brčko. Dans chacun des chefs d'accusation relatifs à la torture, les actes ont été commis, encouragés ou approuvés explicitement ou implicitement par un responsable ou une personne agissant en cette qualité dans un ou plusieurs des buts suivants. Obtenir des informations ou extorquer des aveux de la part d'une victime ou d'un tiers. Sanctionner la victime pour un acte que la victime ou un tiers avait commis ou était soupçonné d'avoir commis. Intimider ou exercer une contrainte sur la victime ou un tiers et ou pour tout motif fondé sur une discrimination de quelque nature qu'elle soit. Les paragraphes 9 à 15 sont réitérés et intégrés dans chacun des chefs d'accusation ci-dessous. Chef d'accusation 1. Génocide. En mai 1992, Goran Jelicic, dans l'intention de détruire une partie importante ou significative de la population musulmane bosniaque, en tant que groupe national, ethnique ou religieux, a tué systématiquement des détenus au siège de la société La Serbus, au commissariat de police de Brčko, au camp de Luka. Il se présentait comme l'Adolphe serbe, déclarait qu'il était venu à Brčko pour tuer les musulmans et indiquait souvent aux détenus musulmans et à d'autres personnes le nombre de musulmans qu'il avait tués. Outre le fait d'avoir tué d'innombrables détenus dont l'identité n'est pas connue, Goran Jelicic a donné l'ordre de massacrer ou a personnellement tué les victimes mentionnées au paragraphe 18, 20 à 30, 35 et 38. Par ces actes, Goran Jelicic a incité à commettre, ordonné, commis ou s'est rendu complice des crimes suivants. Chef d'accusation 1, génocide, crime sanctionné par l'article 4.2a du statut du tribunal. Monsieur le juge, Jelicic, vous pouvez laisser terminer la lecture de l'acte d'accusation, s'il vous plaît. Chef d'accusation 2 à 4, meurtre de Kemal Sulejmanović. Vers le 5 ou 6 mai 1992, Goran Jelicic, accompagné de plusieurs soldats, a pénétré dans l'immeuble de la société La Serbus à Brčko en annonçant aux détenus qu'il était l'Adolphe serbe. Goran Jelicic a amené le détenu Kemal Sulejmanović, alias Kemo, à l'extérieur de l'immeuble et l'a tué par balle. Par ces actes, Goran Jelicic a incité à commettre, ordonné ou commis les crimes suivants. Chef d'accusation 2. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Chef d'accusation 3. Une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Chef d'accusation 4. Un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5a, meurtre du statut du tribunal. Chef d'accusation 5 à 7, meurtre de Saki Bečirević et de 4 autres hommes. Vers le 5 mai 1992, Ranko Češić s'est rendu à la salle de sport partisane de Brčko, dans laquelle étaient enfermés des civils musulmans, et a emmené à l'extérieur de la salle de sport le détenu musulman Saki Bečirević, alias Kibé, ainsi que 4 autres hommes dénommés Pepa, Saleh et les 2 fils d'un homme appelé Avdo. Ranko Češić a aligné et abattu les 5 détenus par des rafales de tir. Par ces actes, Ranko Češić a commis les crimes suivants. Chef d'accusation 5. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Chef d'accusation 6. Une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Chef d'accusation 7. Un crime contre l'humanité
sanctionné par l'article 5A, meurtre, du statut du tribunal. Chef d'accusation 8 à 10. Meurtre d'une personne non identifiée de sexe masculin. Vers le 6 ou le 7 mai 1992, Goran Jelicic a escorté dans la rue, à proximité du commissariat de police de Brotchko, un détenu non identifié de sexe masculin, puis lui a tiré une balle dans la tête avec son pistolet automatique Scorpion. Par ces actes, Goran Jelicic a commis les crimes suivants. Chef d'accusation 8. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Chef d'accusation 9. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Chef d'accusation 10. Un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5A, meurtre du statut du tribunal. Chef d'accusation 11 à 13. Meurtre de Hassan Yasharevich. Vers le 7 mai 1992, Goran Jelicic a abattu, à l'aide d'un pistolet automatique Scorpion, Hassan Yasharevich, un détenu musulman, qui s'était enfui du commissariat de police de Brotchko. Par ces actes, Goran Jelicic a commis les crimes suivants. Chef d'accusation 11, une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Chef d'accusation 12, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Chef d'accusation 13, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5A, meurtre du statut du tribunal. Chef d'accusation 14 à 16, meurtre d'un jeune homme de Shinterai. Vers le 7 mai 1992, Goran Jelicic a quitté le commissariat de police de Brotchko avec un jeune homme des environs de Shinterai, dont l'identité n'est pas connue. Goran Jelicic a fait sortir le jeune homme du commissariat de police et l'a amené à un endroit où il a été tué par balle. Par ces actes, Goran Jelicic a incité à commettre, ordonné ou commis les crimes suivants. Chef d'accusation 14. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Chef d'accusation 15. Une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Chef d'accusation 16, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5A, meurtre du statut du tribunal. Chef d'accusation 17 à 19, meurtre de Ahmed Hodzic ou Hadjic. Vers le 7 mai 1992, Goran Jelicic a fait sortir du commissariat de police de Brotchko le détenu musulman Ahmed Hodzic, alias Papa, chef du SDA, parti politique musulman de Brotchko, et l'a battu à l'aide d'une matraque. Accompagné de 2 gardiens, Goran Jelicic a amené Ahmed Hodzic à l'endroit où il avait tué un jeune détenu de Shinterai plus tôt dans la journée. Goran Jelicic a dit à Ahmed Hodzic qu'il voyait sa ville pour la dernière fois, puis l'a tué. Par ces actes, Goran Jelicic a incité à commettre, ordonné, commis ou s'est rendu complice des crimes suivants. Chef d'accusation 17. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Chef d'accusation 18. Une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Chef d'accusation 19, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5A, meurtre du statut du tribunal. Chef d'accusation 20 à 22, meurtre de Souad. Vers le 7 mai 1992, Goran Jelicic a fait sortir un détenu musulman dénommé Souad du commissariat de police de Brotchko et l'a tabassé avec une crosse de fusil. Goran Jelicic, accompagné de quelques soldats, a amené Souad à pied à l'endroit
où il avait tué plus tôt dans la journée Ahmed Hodzic, un jeune homme de Shintarai. Arrivé à cet endroit, Souad a été abattu. Par ses actes, Goran Ilicic a incité à commettre, ordonné, commis ou s'est rendu complice des crimes suivants. Chef d'accusation 20. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Chef d'accusation 21. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Chef d'accusation 22. Un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5a, meurtre du statut du tribunal. Chef d'accusation 23 à 25. Meurtre d'Amir Navalic. Vers le 7 mai 1992, Goran Ilicic a abattu le détenu musulman Amir Navalic, alias Fritz, à l'intérieur du commissariat de police de Brčko. Par ces actes, Goran Ilicic a incité à commettre, ordonné ou commis les crimes suivants. Chef d'accusation 23. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Chef d'accusation 24. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Chef d'accusation 25. Un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5a, meurtre du statut du tribunal. Chef d'accusation 26 à 28. Meurtre de Sead Cherimagic et Yasminko Chumurovic. Vers le 8 mai 1992, Goran Ilicic et Ranko Češić ont fait sortir du bâtiment du hangar principal du camp de Luka le détenu musulman Sead Cherimagic alias Chita et Yasminko Chumurovic alias Yasche Yasmin et les ont abattus. Par ces actes, Goran Ilicic et Ranko Češić ont incité à commettre, ordonné, commis ou se sont rendus complices des crimes suivants. Chef d'accusation 26. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Chef d'accusation 27. Une violation de lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Chef d'accusation 28. Un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5a, meurtre du statut du tribunal. Chef d'accusation 29 à 31. Meurtre de Husso Esmail Zahirovic. Vers le 8 mai 1992, au camp de Luka, Goran Ilicic a accusé Husso Esmail Zahirovic, deux frères musulmans de Zvornik, de combattre pour la résistance musulmane. Goran Ilicic les a amenés à l'extérieur du bâtiment du hangar principal et les a abattus. Par ces actes, Goran Ilicic a incité à commettre, ordonné ou commis les crimes suivants. Chef d'accusation 29. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Chef d'accusation 30. Une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Chef d'accusation 31. Un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5a, meurtre du statut du tribunal. Chef d'accusation 32 à 37. Torture et meurtre de Nazar Bukvic. Vers le 9 mai 1992, à proximité du bâtiment du hangar principal, au camp de Luka, Goran Ilicic, Ranko Češić et d'autres ont interrogé la détenue Nazar Bukvic sur les déplacements et les activités de son frère, l'ont tabassé avec des matraques et une pelle, puis l'ont tué. Par ces actes, Goran Ilicic et Ranko Češić ont incité à commettre, ordonné, commis ou se sont rendus complices des crimes suivants. Chef d'accusation 32 et 33 d'infractions graves sanctionnées par les articles 2b torture
et 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Chef d'accusation 34 et 35, de violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionné par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, torture et meurtre des conventions de Genève. Chef d'accusation 36 et 37, des crimes contre l'humanité, sanctionnés par les articles 5F, torture, et 5A, meurtre du statut du tribunal. Chef d'accusation 38 à 40, meurtre de Muharrem Ahmetovic. Vers le 9 mai 1992, Goran Jelicic a fait sortir du bâtiment du hangar principal du camp de Luka le détenu musulman Muharrem Ahmetovic, père de Nazar Bukvic, et l'a tué. Par ces actes, Goran Jelicic a incité à commettre, ordonné ou commis les crimes suivants. Chef d'accusation 38. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Chef d'accusation 39. Une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Chef d'accusation 40. Un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5A, meurtre du statut du tribunal. Chef d'accusation 41 à 43, meurtre de Stipo Glavočević. Vers le 9 mai 1992, Goran Jelicic a fait entrer dans le bâtiment du hangar principal du camp de Luka un détenu croate dénommé Stipo Glavočević, alias Stjepo, dont une oreille au moins avait été coupée et qui était couverte de sang. Elle a forcé à s'agenouiller au centre du hangar. Goran Jelicic a tabassé Stipo Glavočević. Goran Jelicic a ensuite ordonné à un gardien d'abattre Stipo Glavočević juste à l'extérieur de l'entrée du hangar principal. Par ces actes, Goran Jelicic a incité à commettre, ordonné, commis ou s'est rendu complice des crimes suivants. Chef d'accusation 41. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Chef d'accusation 42. Une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Chef d'accusation 43. Un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5a, meurtre du statut du tribunal. Chef d'accusation 44 à 46, meurtre de Seido. Vers le 9 mai 1992, Seido, un pêcheur musulman dont le patronyme est inconnu, est arrivé au camp de Luka dans le coffre d'une voiture. Ranko Češić a fait entrer Seido à l'intérieur d'un petit entrepôt, l'a tabassé puis l'a abattu. Par ces actes, Ranko Češić a commis les crimes suivants. Chef d'accusation 44. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Chef d'accusation 45. Une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Chef d'accusation 46. Un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5A, meurtre du statut du tribunal. Chef d'accusation 47 à 49, meurtre de Mirsad Glavovic. Vers le 11 mai 1992, Ranko Češić a fait venir dans le bâtiment du hangar principal du camp de Luka le policier musulman Mirsad Glavovic. Ranko Češić a ordonné à Mirsad Glavovic de faire ses adieux aux autres détenus et de leur serrer la main. Ranko Češić a amené Mirsad Glavovic à l'extérieur du hangar, l'a tabassé et tué. Par ces actes, Ranko Češić a incité à commettre, ordonné ou commis les crimes suivants. Chef d'accusation 47. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Chef d'accusation 48.
une violation de loi ou coutume de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Chef d'accusation 49, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5a, meurtre du statut du tribunal. Chef d'accusation 50 à 52, violence sexuelle. Vers le 11 mai 1992, au camp de Luka, Ranko Cecic a forcé sous la menace d'un revolver les détenus musulmans A et B, qui étaient frères, à se battre mutuellement et à avoir des relations sexuelles en présence d'autres personnes, ce qui fut pour eux une source de grande humiliation et d'avilissement. Par ces actes, Ranko Cecic a incité à commettre, ordonné, commis les crimes suivants. Chef d'accusation 50. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2b, traitement inhumain du statut du tribunal. Chef d'accusation 51. Une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1c, traitement humiliant et dégradant des conventions de Genève. Chef d'accusation 52. Un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5G, viol, qui inclut d'autres formes de violence sexuelle du statut du tribunal. Chef d'accusation 53 à 55. Passage à tabac de Zechir et Rechat Osmich. Entre le 10 et le 12 mai 1992, Goran Jelicic a participé à l'interrogatoire et au passage à tabac de deux frères musulmans, Zechir et Rechat Osmich. Goran Jelicic a battu Zechir et Rechat Osmich avec une matraque et a sectionné les avant-bras de Rechat Osmich avec un couteau militaire. Les deux frères avaient des blessures à la tête et Rechat s'évanouit suite aux sévices. Par ces actes, Goran Jelicic a incité à commettre, ordonné ou commis les crimes suivants. Chef d'accusation 53. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2c, causée intentionnellement de grandes souffrances ou porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé du statut du tribunal. Chef d'accusation 54. Une violation de loi ou coutume de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, traitement cruel des conventions de Genève. Chef d'accusation 55. Un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5i, acte inhumain du statut du tribunal. Chef d'accusation 56 à 58. Meurtre de Novalia. Vers le 12 mai 1992, dans le bâtiment du hangar principal du camp de Luka, Goran Jelicic a tabassé Novalia, un vieux musulman, à l'aide d'un tuyau en métal, d'une pelle et d'un bâton en bois. Novalia est mort suite au passage à tabac. Par ces actes, Goran Jelicic a incité à commettre, ordonné ou commis les crimes suivants. Chef d'accusation 56. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2a, homicide intentionnel du statut du tribunal. Chef d'accusation 57. Une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Chef d'accusation 58. Un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5a, meurtre du statut du tribunal. Chef d'accusation 59 à 61. Meurtre de Nihat Yasharevitch. Vers le 12 ou 13 mai 1992, dans le bâtiment du hangar principal du camp de Luka, Ranko Cecic et une autre personne ont battu le détenu musulman Nihat Yasharevitch à l'aide d'une matraque en bois contenant un cylindre en plomb. Par ces actes, Ranko Cecic a incité à commettre, ordonné, commis ou s'est rendu complice des crimes suivants. Chef d'accusation 59. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2a, homicide intentionnel du statut du tribunal. Chef d'accusation 60.
une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a meurtre des conventions de Genève. Chef d'accusation 61, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5a meurtre du statut du tribunal. Chef d'accusation 62 à 64, passage à tabac de Mohamed Boukouitch. Vers le 13 mai 1992 à Lucca, Goran Jelicic s'est servi d'un bâton pour passer à tabac le détenu musulman Mohamed Boukouitch en le frappant sur tout le corps. Par ces actes, Goran Jelicic a commis les crimes suivants. Chef d'accusation 62. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2C causait intentionnellement de grandes souffrances ou portait des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé du statut du tribunal. Chef d'accusation 63. Une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, traitement cruel des conventions de Genève. Chef d'accusation 64, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5i, acte inhumain du statut du tribunal. Chef d'accusation 65 à 67, meurtre d'Adnan Kutsalovic. Vers le 18 mai 1992, Goran Jelicic a fait venir le détenu musulman Adnan Kutsalovic dans le hangar principal de Lucca. Goran Jelicic a accusé Adnan Kutsalovic de voir un frère dans la résistance musulmane. Puis, Goran Jelicic a participé à l'homicide par balle d'Adnan Kutsalovic. Par ces actes, Goran Jelicic a incité à commettre, ordonné, commis ou s'est rendu complice des crimes suivants. Chef d'accusation 65. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Chef d'accusation 66. Une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Chef d'accusation 67. Un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5a, meurtre du statut du tribunal. Chef d'accusation 68 à 70. Passage à tabac d'Amir Didic. Entre le 20 et le 28 mai environ, Goran Jelicic a interrogé et régulièrement passé à tabac le détenu musulman Amir Didic à l'aide d'une matraque, d'un câble et de la douille d'un tuyau d'incendie, le faisant perdre conscience. Par ces actes, Goran Jelicic a incité à commettre, ordonné ou commis les crimes suivants. Chef d'accusation 68. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2C causait intentionnellement de grandes souffrances ou portait des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé du statut du tribunal. Chef d'accusation 69. Une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, traitement cruel des conventions de Genève. Chef d'accusation 70. Un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5i, acte inhumain du statut du tribunal. Chef d'accusation 71 à 73. Meurtre de deux inconnus de sexe masculin. Entre le 1er et le 6 juin 1992 environ, Ranko Cecic a fait sortir de l'immeuble de bureau situé dans le camp de Lucca 4 détenus dont l'identité n'est pas connue et les a amenés sur la route pavée devant le bâtiment du hangar principal et avec l'aide de 2 gardiens, il a abattu au moins 2 des détenus. Par ces actes, Ranko Cecic a incité à commettre, ordonné, commis ou s'est rendu complice des crimes suivants. Chef d'accusation 71. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Chef d'accusation 72. Une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre
des conventions de Genève. Chef d'accusation 73, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5A, meurtre du statut du tribunal. Chef d'accusation 74 à 76, conditions de vie au camp de Luka. Depuis le 7 mai environ jusqu'au 28 mai 1992 environ, Goran Ilicic, qui était le commandant de Luka, a créé une atmosphère de terreur en tuant, maltraitant et menaçant les détenus qui se sont trouvés ainsi soumis à de profonds traumatismes psychiques, à des humiliations et à la crainte de blessures physiques et de la mort. Goran Ilicic a aussi créé et perpétué des conditions inhumaines à Luka en privant les détenus de vivres, d'eau et de soins médicaux suffisants, ainsi que de locaux pour dormir et d'installations sanitaires. Ranko Cecic a aidé Goran Ilicic à faire régner une atmosphère de terreur et des conditions inhumaines à Luka. Par ces actes, Goran Ilicic et Ranko Cecic ont incité à commettre, ordonné, commis ou se sont rendus complices de chef d'accusation 74. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2C causait intentionnellement de grandes souffrances du statut du tribunal. Chef d'accusation 75, une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, traitement cruel des conventions de Genève. Chef d'accusation 76, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5i, acte inhumain du statut du tribunal. Chef d'accusation 77, pillage de biens privés. À compter du 7 mai environ jusqu'au 28 mai 1992 environ, Goran Ilicic a participé au pillage d'espèces, de montres et d'autres objets de valeur appartenant à des personnes détenues au camp de Luka, et notamment à Rasip Begic, Zeici Rosmic, Enes Zukic et Armin Drapic. Par ces actes, Goran Ilicic a incité à commettre, ordonné, commis ou se rendu complice des crimes suivants. Chef d'accusation 77, une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3E, pillage du statut du tribunal. Signature Richard J. Goldstone, procureur. Merci Madame le greffier. Donc nous avons maintenant, je voudrais m'assurer que l'accusé a bien entendu l'acte d'accusation, qu'il avait déjà entendu lorsqu'il a été arrêté. Goran donc Ilicic, voulez-vous vous lever? Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez bien compris l'acte d'accusation? Est-ce qu'il vous a été bien traduit dans votre langue? L'acte d'accusation m'a été traduit dans ma langue, mais je l'ai entendu plus ou moins bien. Vous l'avez entendu plus ou moins bien. Est-ce que vous avez des parties que vous avez pas bien entendues? Maître Pantelic nous a dit tout à l'heure qu'il vous avait été communiqué, qu'il vous avait été lu. Alors Maître Pantelic, que pouvez-vous ajouter à ce que dit votre client? Est-ce qu'il y a des parties qu'il faudrait relire? Maître Pantelic. Maître Pantelic, Monsieur le Président, est-ce que je pourrais avoir une seconde pour consulter mon client sur ce point? Maître Pantelic, Monsieur le Président, c'était un simple malentendu avec les interprètes. Est-ce que Monsieur Ilicic, il y a des points que vous voudriez qu'on vous répète? Oui ou non? Je voudrais que ce soit très clair. Non. Bien. L'accusé, non. Merci.
Donc ceci est bien inscrit au transcript ainsi que l'intervention de Maître Pantelić. Alors, de toute façon, vous allez avoir l'occasion de vous exprimer à nouveau. Maintenant, je vais vous demander, vous allez rester debout, et je vais vous demander sur chaque chef d'accusation que va lire le greffier, Madame le greffier, nous allons prendre de chaque chef, et vous allez demander, je vais vous demander si vous plaidez coupable ou non coupable. Madame le greffier, nous allons donc commencer avec les chefs d'accusation 1. Alors vous allez vous lever, le lire, non pas tout, bien entendu, vous allez lire simplement le chef d'accusation, le libellé du chef d'accusation. Merci. Et vous me répondrez ensuite, Monsieur Jeličić. L'accusé. Monsieur le juge, il n'est pas nécessaire de donner lecture de chacun des chefs, car il y a beaucoup de mensonges, de névroses, de saleté. Il n'est pas nécessaire de les lire un par un. Non, excusez-moi, je dois, une procédure judiciaire n'est pas une procédure qui se fait par des à peu près. Tout ne va pas être relu, sinon ça serait inutile, évidemment, je suis bien d'accord avec vous. Mais c'est le chef d'accusation tel qu'il est libellé juridiquement. C'est juridiquement. Donc on va vous rappeler, par exemple, chef d'accusation 1, génocide, crime sanctionné par l'article 4.2a du statut du tribunal, plaidez-vous coupable ou non coupable. Voilà ce qui va être fait, et ça je veux le faire, et je dois le faire. Alors Madame le greffier, vous commençons, chef d'accusation 1, vous le lisez tel qu'ils sont dans l'acte d'accusation. Chef d'accusation 1, génocide, crime sanctionné par l'article 4.2a du statut du tribunal. Plaidez coupable ou non coupable? Non coupable. Alors continuez, Madame le greffier. Chef d'accusation 2. Chef d'accusation 2, une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Coupable ou non coupable? Non. Coupable. Chef d'accusation 3, Madame le greffier. Chef d'accusation 3, une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Monsieur Jeličić. Non. Plaidez non coupable, c'est ça. Chef d'accusation 4, je vous demanderai de dire non coupable. Vous dites coupable ou non coupable. Chef d'accusation 4. D'accord. Je ne suis pas. Chef d'accusation 4, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5A, meurtre du statut du tribunal. Je ne suis pas coupable. Chef d'accusation 8, une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Je ne suis pas coupable. Chef d'accusation 9, une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Je ne suis pas coupable. Accusation 10, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5A, meurtre du statut du tribunal. Je ne suis pas coupable. Chef d'accusation 11 à 13, meurtre de Hassan Yasharevitch. Chef d'accusation 11, une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Je ne suis pas coupable. Chef d'accusation 12, une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Je ne suis pas coupable. Chef d'accusation 13, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5A, meurtre du statut du tribunal. Je ne suis pas coupable. Chef d'accusation 14 à 16, meurtre d'un jeune homme de Shintarai. Chef d'accusation 14, une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Je ne suis pas coupable. Chef d'accusation 15,
une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Je ne suis pas coupable. Chef d'accusation 16, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5A, meurtre du statut du tribunal. Je ne suis pas coupable. Chef d'accusation 17 à 19, meurtre de Ahmed Hodzic ou Hadjic. Chef d'accusation 17, une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Je ne suis pas coupable. Chef d'accusation 18, une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Je ne suis pas coupable. Chef d'accusation 19, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5A, meurtre du statut du tribunal. Je ne suis pas coupable. Chef d'accusation 20 à 22, meurtre de Souad. Chef d'accusation 20, une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Je ne suis pas coupable. Chef d'accusation 21, une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Je ne suis pas coupable. Chef d'accusation 22, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5A, meurtre du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 23 à 25, meurtre d'Amir Novalic. Chef d'accusation 23, une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 24, une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 25, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5A, meurtre du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 26 à 28, meurtre de Sead Cherimagic et Yasminko Chumurovic. Chef d'accusation 26, une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 27, une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 28, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5A, meurtre du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 29 à 31, meurtre de Rousseau Esmail Zahirovic. Chef d'accusation 29, une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 30, une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Je ne me sens pas coupable. Accusation 31, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5A, meurtre du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. D'accusation 32 à 37, torture et meurtre de Nazar Bukvic. Chef d'accusation 32 et 33, d'infractions graves sanctionnées par les articles 2B, torture, et 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 34, violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal, torture.
Je ne me sens pas coupable. Violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnées par l'article 3.1a du statut du tribunal, meurtre. Je ne me sens pas coupable. Accusation 36, crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5F, torture. Je ne me sens pas coupable. Accusation 37, crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5A, meurtre. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 38 à 40, meurtre de Muharrem Ahmetovic. Chef d'accusation 38, une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 39, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Je ne me sens pas coupable. Accusation 40, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5A, meurtre du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 41 à 43, meurtre de Stipo Glavočević. Chef d'accusation 41, une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 42, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 43, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5A, meurtre du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 53 à 55, passage à tabac de Zeychir et Reshad Osmic. Chef d'accusation 53, une infraction grave sanctionnée par l'article 2C, causait intentionnellement de grandes souffrances ou portait des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 54, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, traitement cruel des conventions de Genève. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 55, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5I, acte inhumain du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 56 à 58, meurtre de Novalia. Chef d'accusation 56, une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 57, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Je ne me sens pas coupable. 58, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5A, meurtre du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 62 à 64, passage à tabac de Mohamed Boukouich. Chef d'accusation 62, une infraction grave sanctionnée par l'article 2C, causait intentionnellement de grandes souffrances ou portait des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. 63. Une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, traitement cruel des conventions de Genève. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 64. Un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5I, acte inhumain du statut du tribunal.
Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 65 à 67. Meurtre d'Adnan Kutsalovic. Chef d'accusation 65. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2A, homicide intentionnel du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 66. Une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, meurtre des conventions de Genève. Je ne me sens pas coupable. Accusation 67. Un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5a, meurtre du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 68 à 70. Passage à tabac d'Amir Didic. Chef d'accusation 68. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2C, causait intentionnellement de grandes souffrances ou portait des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 69. Une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, traitement cruel des conventions de Genève. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 70. Un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5i, acte inhumain du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 74 à 76. Conditions de vie au camp de Luka. Chef d'accusation 74. Une infraction grave sanctionnée par l'article 2C causait intentionnellement de grandes souffrances du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 75. Une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et l'article 3.1a, traitement cruel des conventions de Genève. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 76. Un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5i, acte inhumain du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. Chef d'accusation 77. Pillage de biens privés. Chef d'accusation 77. Une violation de loi ou coutume de la guerre sanctionnée par l'article 3e, pillage du statut du tribunal. Je ne me sens pas coupable. Merci Madame le greffier Goran Yelidic, vous pouvez vous rasseoir. Le tribunal, vous pouvez vous rasseoir. Le tribunal constate que vous plaidez non coupable sur l'ensemble des chefs d'accusation qui sont contenus dans l'acte d'accusation dressé par le procureur en date du 30 juin 1995. Dans cette hypothèse, qui est donc celle qui est désormais la réalité de ce dossier, je me tourne maintenant vers le procureur pour savoir où en est la procédure. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur le procureur, à fixer la date d'une audience? Et ensuite, je demanderai à Maître Pantelitte s'il souhaite exercer son droit de présenter des exceptions préjudicielles. Je n'ai pas oublié par ailleurs la question qui est posée, la requête de Maître Pantelitte. Je vous demande une seconde. Monsieur le procureur, êtes-vous prêt dans cette affaire, sous réserve du délai des exceptions préjudicielles qui pourraient être demandées par la défense? Monsieur le Président, nous sommes prêts à procéder à la convenance de la Chambre de première instance. Nous aurons besoin de 2 mois environ pour trouver des témoins, mais nous sommes prêts pour l'essentiel à travailler dès que le tribunal aura un prétoire à sa disposition. Attendez, je ne voudrais pas qu'on mélange les problèmes techniques et les problèmes juridiques ou judiciaires. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'en l'état actuel, et si Maître Pantelitte ne demande pas de délai, le délai de 60 jours pour exercer son droit à présenter des exceptions préjudicielles, êtes-vous prêt à commencer le procès? C'est la question qui se pose, indépendamment du problème des salles d'audience, qui sont un problème qui n'est pas directement le vôtre, ni directement le mien, bien que nous le subissions, ce problème. Vous dites, il me faut 2 mois pour faire convoquer des témoins. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bien, Monsieur le Président, nous pouvons commencer dès que la Chambre de première instance le souhaitera, mais il nous faut simplement resituer dans l'espace un certain nombre de témoins en ex-Yougoslavie, dans divers endroits et en Europe. Mais lorsque l'acte d'accusation a été soumis, nous étions déjà en situation de procès. Simplement, il faut que nous retrouvions un certain nombre de personnes qui se sont trouvés dans des camps de réfugiés, des endroits de ce genre, donc il faudra sans doute les resituer géographiquement pour les citer à la barre. Mais nous sommes prêts à procéder dès que la Chambre d'instance le souhaitera. Monsieur le Président, micro. Le tribunal prend donc note que c'est un procès qui pourrait être organisé relativement rapidement. Alors, avant de donner la parole à Maître Pantelić, je voulais vous rappeler votre obligation qui vous incombe de communiquer toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation, de les communiquer à la défense, toutes les pièces jointes qui étaient jointes à l'acte d'accusation au moment où l'acte a été confirmé par un juge de ce tribunal, qui par hypothèse n'est aucun des juges qui est à ce siège, ainsi que toutes les déclarations préalables de l'accusé et les dépositions des témoins qui auraient été recueillis. Est-ce que vous êtes prêt à faire assurer cette communication et dans quel délai, monsieur le procureur ? Monsieur le Président, l'ensemble de ces documents a été fourni à l'accusé avant cette audience. Maître Pantelić ? À la défense. Your Honor, it's true. Maître Pantelić, Monsieur le Président, effectivement, nous avons des documents à l'appui de l'acte d'accusation qui se montent à une 50aine de pages pour l'instant et je suppose que c'est tout ce dont dispose l'accusation aujourd'hui. C'est tout ce dont vous disposez. Il n'y a pas autre chose que ces 50 pages, cette cinquantaine de pages. Le procureur, oui, Monsieur le Président. C'est tout ce que nous avons. Ce sont les documents à l'appui de l'acte d'accusation que nous avons remis au juge de confirmation de l'acte d'accusation. Prévoyez-vous, vous pouvez vous asseoir. Combien prévoyez-vous, monsieur le procureur, combien prévoyez-vous, monsieur le procureur, de citer de témoins lors du procès de Goran Jeličić? Monsieur le Président, nous pensons que nous aurons un total de 30 à 40 témoins. Nous avons l'intention de ne pas présenter les éléments de preuve généraux relatifs à la nature internationale du conflit, donc de ne pas prendre en compte l'article 2 des chefs d'accusation. Cela simplifiera considérablement le procès. Est-ce que vous voulez modifier vous comptez demander une modification de l'acte d'accusation? Non, Monsieur le Président, pas pour le moment. Nous soumettrons une requête formelle au tribunal pour retirer les charges relevant de l'article 2. J'en fais état simplement devant le tribunal aujourd'hui de façon à ce que la Chambre de première instance puisse prendre cet élément en fait dans l'évaluation de la durée du procès. Dans des affaires impliquant l'article 2, il faut présenter des éléments de preuve à l'appui de la nature internationale du conflit et si nous supprimons la prise en compte de cet article 2, je crois que cela rendra le procès plus rapide. Bien, alors monsieur le procureur, je vous demande de bien confirmer que vous n'avez pas pour l'instant, donc vous n'avez pas d'autres pièces à communiquer à la défense, nous sommes bien d'accord? Nous sommes d'accord, oui, Monsieur le Président. Bien, merci. Je me tourne vers Maître Pantelić. Alors, vous nous confirmez que vous avez reçu tous les documents qui accompagnaient l'acte d'accusation? Bien sûr. Oui, Monsieur le Président. À partir de ce moment-là, je voudrais, au nom de mes collègues, savoir si vous, a priori, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, vous comptez utiliser le délai de 60 jours qui est prévu au règlement à compter de ce jour-ci, c'est-à-dire du 26 janvier 1998, un délai de 60 jours qui nous porterait donc au 26 février, donc 26 mars, pour déposer des exceptions préjudicielles.
Je vous rappelle, mais vous commencez à être familiarisé avec notre procédure, Maître Pantelić, que l'article 72 prévoit qu'après la comparution initiale de l'accusé, l'une ou l'autre des parties peut soulever devant la chambre de première instance une ou plusieurs exceptions préjudicielles. Est-ce que vous avez cette intention ou est-ce que vous préférez réfléchir? Est-ce que ou est-ce que vous êtes sûr que vous ne déposerez pas les exceptions préjudicielles? C'est important pour l'élaboration du calendrier prévisionnel de notre procès, bien entendu. Monsieur le Président, compte tenu de la quantité et de la qualité des documents qui ont été soumis à la défense avant l'audience d'aujourd'hui, la défense est prête à fixer une date de procès demain. Nous sommes absolument prêts à partir de demain. Donc, il appartient à la Chambre de première instance d'en décider, car après toutes ces années de rassemblement d'éléments de preuve, les choses ne sont pas trop complexes. Ça veut dire, Maître Pantelić, et je demanderai que ce soit bien porté au transcript, que vous ne déposerez pas d'exception préjudicielle? Eh bien, effectivement, je puis dire que nous ne présenterons aucune exception préjudicielle. C'est ce que je puis dire aujourd'hui, mais au cas où soudain des circonstances exceptionnelles intervenaient, je reconsidérerai ma position. Je vous remercie. Je vous rappelle donc que vous avez 60 jours pour déposer ces exceptions préjudicielles. Ce qui devra être fait, ou bien ce sera une alternative, ou bien nous attendons l'écoulement de ce délai de 60 jours pour fixer la date du procès, ou bien à un moment donné, vous nous déclarez que vous renoncez au délai qui reste à courir. Pour l'instant, peut-être aujourd'hui, nous n'allons pas vous demander de vous engager, puisque vous-même dites que vraisemblablement, je crois bien interpréter votre pensée, vraisemblablement vous ne présenterez pas d'exception préjudicielle, mais il y a une hypothèse possible où vous présenteriez peut-être ces dites exceptions. Vous voulez encore réfléchir? Yes. Oui, Monsieur le Président, mais comme je l'ai déjà souligné, je voudrais, au nom de mon client, en tant que Conseil de la Défense, si cela est possible, entendre une date pour le procès. Donc nous pouvons fixer une date dès aujourd'hui. La défense est tout à fait prête. Bien, Monsieur le procureur, est-ce que vous avez une date que vous pouvez proposer? Est-ce que Madame le greffier a une date qu'elle peut proposer? Ou est-ce que vous préférez, compte tenu, alors là, de façon plus concrète et plus matérielle, compte tenu des implications techniques que cela suppose, est-ce que vous préférez prendre un petit délai de réflexion pour en parler avec Madame le procureur, ou est-ce que vous avez une idée de la date du procès? Eh bien, Monsieur le Président, je le redis, si nous disposons de 60 jours pour reconfirmer l'emplacement où se trouvent nos témoins, nous rendre sur les lieux et les contacter, je crois que cela devrait nous suffire pour organiser ce qu'il y a à organiser afin que les témoins puissent déposer ici. Mais fondamentalement, il nous faudra sans doute 2 mois pour résoudre les problèmes logistiques de localisation des témoins et organiser ce qu'il y a à organiser pour qu'ils puissent venir à La Haye. Mais nous ne prévoyons pas d'autres instructions. Simplement, ce que nous avons à faire, c'est contacter et parler avec les gens que nous avons déjà interrogés. Bien, alors peut-être que nous n'allons donc pas fixer la date aujourd'hui, mais nous prenons acte que le procureur doit disposer de 2 mois maximum, 2 mois maximum, Monsieur le procureur, pour localiser les témoins, les 30 ou 40 témoins à charge. Vous pensez avoir combien de témoins, vous, Maître Pantelić? Eh bien, en gros, 50, je pense, plus ou moins. Bien, nous aurons donc 40... Sorry, Your Honor. Excusez-moi, Monsieur le Président, à l'exclusion des témoins experts, bien sûr, dont nous n'aurons pas plus que 5 ou 6. D'accord, donc vous aurez au moins 50 témoins. Yeah. Au moins 50. Oui. 40
30 témoins. J'essaye de prendre la fourchette maximum. Donc nous aurons déjà 90 témoins. L'expérience d'autres procès m'amène à penser que ça reste quand même des procès qui sont relativement longs. Raison de plus pour commencer le plus vite possible. Alors, indépendamment des problèmes de salle, dont je n'ai pas évidemment la totale maîtrise, nous admettons qu'à partir d'aujourd'hui commence à s'écouler un délai de dépôt des exceptions préjudicielles de 60 jours d'une part, dont peut-être Maître Pantelić, et même quasi sûrement, il ne l'utilisera pas, mais que par contre nous avons également un même délai de 60 jours environ pour localiser les témoins. C'est bien ça, messieurs les procureurs? Donc, en toute hypothèse, ce procès ne peut pas être fixé avant la fin mars, début avril. Alors, je vous propose de fixer une date de conférence de mise en état qu'on pourrait faire peut-être vers la fin du mois de février, un peu à mi-parcours de ce délai de 2 mois, qui semble être un délai où Maître Pantelić y verra beaucoup plus clair sur le point de savoir si, en accord avec son client, il dépose des exceptions préjudicielles. Peut-être Maître Pantelić voudra-t-il attendre d'avoir les éventuelles modifications de l'acte d'accusation qui seront présentées par le procureur. Et d'autre part, nous y verrons peut-être plus clair au bout d'un mois, qui sera également la moitié du délai demandé par le procureur pour localiser les témoins. Alors je vous propose, Monsieur Olivier Fourmy, je ne sais pas, juriste de la Chambre, je ne sais pas si on peut fixer cette conférence de mise en état, parce que je crois qu'il faut voir aussi l'utilisation de la salle d'audience. C'est une conférence de mise en état qui se fera à huis clos. On pourrait la fixer vers la fin du mois de février, peut-être. Le 28 février, 27, 28 février. On en aura pour 1 heure maximum. Monsieur le Président, c'est effectivement éventuellement possible à la fin février. Vous vous rappelez cependant qu'il y a eu des modifications récentes de calendrier. Ça nous laisse 3 jours possibles, le 18, 19 et 20 février. 18, non, 28. Non, février. Il y a 18, 19 et 20 février. Et la dernière semaine 23, 24, 25 et 26 février. Mais dans cette hypothèse-là, ça correspond aux audiences Blaskic, pour les 3 premiers jours que j'ai cités, et à des doubles sessions Blaskic et Alexkowski pour la deuxième période que j'ai citée. Merci, mais on pourrait prendre une des dernières dates de cette dernière semaine et faire la conférence de mise en état à 9h par exemple, ou à 14h selon les disponibilités de déplacement de Maître Pantelić. Écoutez, le greffe vous communiquera, mais nous serions donc d'accord sur le principe d'un point du dossier qui est à mi-parcours de ces 60 jours, qui sont un délai légal pour vous deux, l'accusation et la défense, qui est ce délai des exceptions préjudicielles, et d'autre part le délai pour localiser vos témoins. Je pense que d'ici 1 mois, nous en saurons un petit peu plus. D'autre part, nous ferons également le point sur la communication des documents à Maître Pantelić. Il semble que, pour une fois, semble-t-il, tous les documents ont été produits. Ce n'est pas le cas dans toutes les instances. Je ne peux que m'en féliciter. Et à partir de là, peut-être que nous pourrons à ce moment-là, en accord avec les autres présidents des autres formations d'audience, essayer de fixer une date la plus rapide prévue. Alors, je n'ai pas oublié que Maître Pantelić, si le procureur n'a pas d'autres observations, que Maître Pantelić voulait déposer une requête qu'il voulait plaider à huis clos devant le tribunal. Est-ce que vous voulez toujours plaider cette requête à huis clos, ou est-ce que c'est dépassé, ou est-ce que vous voulez en parler publiquement, comme vous voulez? Comme je l'ai souligné, Monsieur le Président, ce n'était pas formellement une requête, il s'agissait simplement d'un document. Mais dans ce cas particulier, je puis procéder, vous donner les explications nécessaires à huis clos si vous estimez que c'est important, et si ce n'est pas le cas, je déposerai ce document conformément au règlement plus tard. Donc la question ne porte en fait que sur un document, rien de plus, sans discours superflu. Le procureur peut être convaincu simplement de déposer le document et puis la Chambre appréciera. Monsieur le procureur, quel est votre avis? Le procureur. Monsieur le Président, nous sommes un peu perdus. Nous ne savons pas exactement de quel document il s'agit en cet instant, mais nous sommes très certainement prêts à en discuter avec la défense pour résoudre toute difficulté éventuelle liée à ce document. Il pourrait être imaginé que cette difficulté pourrait être résolue en dehors de la chambre, de la salle d'audience.
Écoutez, si vous n'avez pas besoin des juges, alors c'est parfait. Mais Maître Pantelic, vous pouvez essayer de vous mettre d'accord avec le procureur? It is not Maître Pantelic, ce n'est pas un document qui s'adresse directement au procureur. C'est un document qui est destiné principalement à être connu par les membres de la Chambre de première instance, donc je ne vois pas de raison particulière à conférer davantage avec le procureur. C'était un document que je tenais à faire considérer comme un acte judiciaire pour utilisation par les juges de cette Chambre de première instance et je ne peux pas le faire en public. Merci, je consulte mes collègues. Because he says there's 60 days. You talked about confirmation materials. Yes, but he says 60 days already. No, you're talking about 60 days from the motion. Yes, but, you know, he says as soon as the prosecutor has nothing, has no witness statements, he disqualified everything. We can start this in 60 days. No, you were talking about the 60 days from the motion. Monsieur le Président, un micro est allumé. La Chambre décide que l'audience de comparution initiale est terminée. Elle va procéder à huis clos à l'audition de Maître Pantelic en présence du procureur sur le document dont a parlé l'avocat de Jeličić. Dans ces conditions, Madame le greffier, nous prononcions le huis clos. Bien, alors l'audience va repasser en séance publique et faites introduire l'accusé. Après quoi nous lèverons l'audience. Mr. President? Monsieur le Président? Yes, Oui, j'ai un point d'éclaircissement à demander simplement au sujet des documents que nous avons fournis à l'accusé. Est-ce que nous pourrions traiter de ce point brièvement avant le retour de l'accusé? Si vous voulez, mais enfin c'est... Lorsque l'accusé sera revenu. Alors, oui. L'accusé va revenir, voilà. Bien. Oui. Introduit l'accusé, s'il vous plaît. Monsieur Jeličić, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Jeličić, votre conseil nous a exposé le problème qui le préoccupait. Nous lui laissons le soin, bien entendu, de vous dire ce qu'il jugera bon, ce qui sera bon pour lui de vous entretenir. Alors, avant de vous redonner une dernière fois la parole, monsieur le procureur, vous avez une question à poser? Oui, Monsieur le Président. Un éclaircissement que je souhaiterais. Je voudrais qu'il soit clair que les documents remis à la défense sont tous les documents de confirmation de l'acte d'accusation, sans aucune expurgation. Mais s'agissant des déclarations préalables des témoins et des éléments de preuve qui seront présentés pendant le procès, nous ne les avons pas encore communiqués, mais nous pouvons le faire très rapidement si le procès doit procéder rapidement. Je tenais à ce que les choses soient dites clairement au compte-rendu. Merci, je dois dire que j'étais très agréablement surpris que vous ayez déjà tout communiqué. J'étais un petit peu étonné. Donc nous sommes bien d'accord et je pensais que c'était plutôt ça. Nous avons donc bien communiqué
communiqué. Je me disais, un procès avec 50 pages seulement, ça paraît tout à fait exceptionnel. Non. Donc, je vous engage, monsieur le procureur, à remettre très rapidement, conformément à l'article 66A du règlement de preuve et de procédure, toutes les déclarations préalables de l'accusé et les déclarations de témoins que vous avez. Nous ferons le point de tout cela à la conférence de mise en état de la fin du mois de février. Alors, la présente audience publique et privé et huis clos s'achève. Les juges tiendraient beaucoup à entendre, avant de lever la séance, Goran Jeličić. Avez-vous des observations, une observation finale à faire? Je n'ai rien à dire. Dans ces conditions, l'audience est levée.